pour vous, pourquoi il fallait décrypter la conf de Longoria, la conférence de presse, évidemment, vous l'aurez compris. Alors, merci de nous résumer tout ça, parce que c'était, comment dire, très long. Hein. Ouais, d'autant qu'il a posé le contexte vraiment au moment d'arrivée. On savait qu'on en avait pour notre argent. Bonjour à tout le monde. Conférence de presse de fin de saison, faire un peu le bilan. Ça limite de temps, ça limite de questions. Donc, à vous de commencer. Ça a pris du temps. C'était diffusé en direct sur la plateforme Twitch et sur YouTube. Alors sur Twitch, il y avait environ 5700 spectateurs en simultané en direct. Ça a duré quasiment 1h30. 28 questions ont été posées. Ça faisait des réponses très longues, environ 3 minutes par réponse. Et la première information, c'est que le président, il a validé la saison de l'équipe et il l'a fait savoir. Je suis plus que satisfait. Je suis très content. En général, je suis très content. Je suis très content de la saison actuelle. Je suis fier de l'équipe. Il était content. Il y avait des gros dossiers à éclaircir aussi. Hein. On va évacuer le dossier sportif très vite, avec notamment, évidemment, le plus gros dossier, le dossier brûlant pour l'Olympique de Marseille, celui du coach Roberto De Zerbi. Et a priori, il devrait rester. Avec Roberto, on a commencé un cycle qu'on voulait fixer avec un contrat de 3 ans. La volonté du club est de continuer avec Roberto, absolument oui. Roberto, il s'est déjà exprimé, où il a fait voir sa volonté de continuer au club. Autre dossier, encore une fois, on va aller très vite sur le sportif, le mercato. L'OM a des joueurs qui vont être courtisés et a priori, ils aimeraient les conserver. C'est normal de chercher de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif. Ça, c'est quelque chose qu'une qualification en Ligue des Champions, ça nous le permet. Et objectif numéro 2, chercher de faire une amélioration de ton effectif pour faire un effectif beaucoup plus complet. En tout cas, le grand objectif de Pablo Longoria pour la saison prochaine, vous allez vite le comprendre parce qu'il a dit beaucoup de fois, c'est ça. D'augmenter la compétitivité. C'est la compétitivité entre, c'est la compétitivité entre les niveaux et la compétitivité. C'est la compétitivité. En tout cas, en plus de la compétitivité, il y a une envie de continuité du côté de l'OM. Hein. C'est ce qu'a retenu Fabrice Tamperti, qui est journaliste à la Provence, qu'on a souvent ici dans le Pourquoi, qui était au micro de Nicolas Chébriand. Je retiens que l'OM, pour une fois, veut miser sur la stabilité. C'est vrai que c'est quand même quelque chose, un élément assez important et qu'on n'a plus l'habitude de voir ici ces derniers temps. Revenu sur son coup de sang, Pablo Longoria. Le fameux tout corrupt, rappelez-vous, février dernier, c'était le 23 février dernier, il avait pété les plombs en hurlant au scandale et à la corruption au cours d'une défaite à Auxerre, ce qui lui a valu d'ailleurs une sanction. Il a fait amende honorable et ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur la personnalité, voire même la nationalité du président. C'est quelque chose dans lequel je regrette énormément la forme. Non, ce type de réaction est dans lequel je me sens complètement ridicule. Parce que je considère qu'un président du club il doit avoir un certain type de comportement, que ça doit représenter ta institution. Ce n'était pas une réaction contre le monde de l'arbitrage. Je ne suis pas né, avec tout le respect, non, en Norvège ou en Suède. Je suis espagnol. J'ai travaillé 9 ans en Italie. Le football est fait de conflits. J'adore, comme les coachs, j'adore les conflits. J'adore la polémique. Je crois que ça fait partie du football. Ouais, quand même. Dans le conflit, dans la polémique. Il n'a pas pu s'empêcher aussi de faire passer des messages, références notamment à ce fameux Auxerre-Marseille. Il faut savoir que quelques jours avant, l'Olympique de Marseille avait fait passer un courrier à la direction technique de l'arbitrage, se plaignant de la nomination d'un opérateur VAR qui a affiché publiquement sur ses réseaux sociaux sa passion pour le PSG et son désamour, pour ne pas dire plus, envers l'Olympique de Marseille. Ça, c'était dans le courrier. Et bien, ce dossier, il est revenu sur la table 3 mois plus tard. Dans le moment qu'il peut avoir un doute sur un opérateur VAR, un championnat sérieux, il aurait éliminé la personne pour tes matchs. Avant les matchs, quand je vois dans la télévision la salle VAR et qu'ils ont changé l'angle de la caméra pour éviter qu'on voit qui était l'opérateur VAR, pour moi, c'est un immense, je répète, manque de respect envers le travail quotidien et envers notre institution. Pour moi, et même aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Il a aussi précisé qu'il avait fait appel à des architectes pour comparer avec les lignes hors-jeu qui étaient décelées par les opérateurs VAR pour voir qui avait raison ou pas sur... Pas numéro bis. Parce que pas numéro sinon, bis. Là, on ne serait pas bien. Pas numéro bis. Mais voilà, ce n'était pas non plus le LinkedIn seul contre tous qui avait publié la semaine dernière. Il était plus mesuré et ça, c'est ce qu'a apprécié Mathieu Grégoire, notre correspondant pour le journal L'Équipe, qui était au micro de notre correspondant pour la télé, la chaîne L'Équipe, Nicolas Chébriand.
Je l'ai trouvé quand même plutôt sincère sur son pétage de plomb. Voilà, moi c'est quelque chose où j'ai trouvé intéressant qu'il revienne dessus et qu'il ne remette pas trop de pièces dans la machine et qu'il essaye d'apaiser un peu le débat en prenant de la hauteur. Et puis il a parlé aussi des problèmes internes au club. Est-ce que vous vous souvenez de la sortie de Mehdi Benassia, qui était assez sympa d'ailleurs, début février, sur les problèmes internes à l'OM? L'eau du robinet qui coule à Marseille, elle est bonne, non? Mais dans l'eau, il doit y avoir quelque chose de spécial. Car des gens qui arrivent dans certaines fonctions à l'OM, après 1 mois et demi, ils se sentent pousser des ailes, ils te font semblant d'avoir compris, et derrière, ils vont te casser, t'empêchent de travailler. Pablo Longoria, il a évoqué a priori le même problème, mais avec des mots qui étaient quand même beaucoup moins mesurés. Ici à Marseille, depuis que je suis arrivé, il y a un niveau de vouloir se mêler des affaires que ça n'appartient pas aux gens, que jamais j'ai trouvé ça dans aucun club au monde. Ça s'appelle une maladie. Je vais éradiquer la maladie. Chacun à sa place. Il fait peur, Éradiquer la peur, maladie, franchement. très peur. Et Au grand mot, les grands remèdes, que fait Pablo Longoria pour éradiquer la maladie? Vous allez voir, c'est assez surprenant. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements. Ce n'est pas normal. Quand je suis arrivé au club, j'ai créé ce que la saison d'Igor Tudor j'appelais Guantanamo. Je voulais isoler, on a mis aussi des grilles, que ça ne se voit pas, parce que chacun à son bureau, il pouvait lire la formation et ce qu'il allait jouer les week-ends. Éradiquer la maladie à Guantanamo. Alors, à part l'équipe première, il n'a pas été tendre avec l'OM au final. Hein. J'aimerais pas ne pas plaire à Pablo Longoria, et justement, il y a beaucoup de choses qui ne lui plaisent pas au sein de l'Olympique de Marseille. Pardon, mais je suis clair. Avec tout l'écosystème digital du club, etc., on a un retard énorme avec le reste du club. Les sortes de niveaux qu'il y a entre U19 et l'équipe première, c'est énorme. Je ne comprends pas les infrastructures. Sincèrement, on n'est pas au niveau. Ce n'est pas au niveau des clubs que je vais construire. Ce n'est pas une chose qui est belle. Tu rentres dans un centre sportif, tu fais un voyage dans le passé. Pas mal, hein? Bon, il a parlé de ils doivent être contents, là, la commanderie. Ils sont responsables de l'information, de l'infrastructure. Ah oui, ils doivent être contents, là. Ils doivent dire, dis donc, peut-être que... Il a raison. C'est sur LinkedIn chercher un boulot. Ouais, ça fait un peu mal. En tout cas, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la Ligue, il a parlé de Vincent Labrune, il a parlé du prix de l'abonnement également, qui était trop, selon lui, de DAZN. Bref, de beaucoup de choses. On ne va pas résumer non plus 1h30 en 5 minutes, même si on a essayé de le faire quand même. Nicolas Chebriand, du coup, il a demandé ce qu'avaient pensé nos 2 journalistes qu'on a entendus précédemment de cette conférence de presse. Et là, on l'a senti quand même, voilà, il est venu de façon apaisée, plutôt nuancée. Mais sinon, j'ai trouvé un Pablo Longoria très à l'aise. Et puis c'est vrai qu'il était sur un terrain plutôt cool. Hein. L'OM a fini 2e du championnat, qualifié pour la Ligue des Champions, avec la manne que ça va représenter. Donc il était plutôt à son avantage. Et il a essayé de faire passer ses messages de façon mesurée. On a débroussaillé voilà, la longue conférence de presse de Pablo Longoria. Donc à vous maintenant de faire les comptes. Bravo Adrien, merci Arthur Gérard qui a bossé avec vous sur ça. C'était Pierre Crépu. Il y avait, je vais vous voir Karim Benani parce qu'évidemment on a maintenant l'expérience des médias, de ce genre de choses. Donc je vais commencer avec vous, mais c'était un peu un show là. C'est pas un reproche. Attention, quand je dis ça, c'est pas un reproche, hein, mais 1h30, le temps de faire une sorte de bilan quand même, de revenir, là, éradiquer la maladie, Guantanamo. C'est vrai qu'on est en 2e. C'était nécessaire de tout faire comme ça. Avant toute chose, franchement, on aimerait que dans chaque club, le président vienne faire un point complet sur la saison. Honnêtement, moi j'ai regardé la conférence de presse en entier. En intégralité, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a des moments, nous sommes journalistes, consultants éditorialistes ici, et parfois il y a quelques moments qui nous ont échappé dans la saison de Marseille, le concernant certains joueurs, certains matchs, et il est venu essayer d'expliquer les trous d'air, et essayer d'expliquer les réussites également, parler de l'avenir, et je le disais tout à l'heure en préambule, je trouve qu'il ne s'est pas démonté, il a abordé vraiment tous les sujets où parfois Longoria aimait bien contourner, c'est un homme très intelligent et un homme de médias aussi, et il contournait parfois certaines questions et il ne répondait pas vraiment. Là, avec
netteté et clarté. Il a répondu à quasiment toutes les questions qu'on lui posait. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Tout vous a plu, là Ouais. Et là où je vous rejoins pas, je trouve pas que ce soit un show. Il a été assez authentique. Vous pensez que quand je dis show, c'est caricatural et pas bon. C'est pas ce que je dis. On peut tout à fait informer, décrypter en faisant un show. Non, mais c'est sa personnalité. Il a pu par le passé faire le show parfois en conférence de presse, faire le show parfois en après-match, comme on l'a vu faire cette saison. Et il a été puni pour ça. Oui, bien sûr. Là, je l'ai trouvé assez mesuré finalement. C'est sa personnalité d'être volubile comme ça, mais j'ai trouvé franchement intéressant qu'il creuse les sujets. Et honnêtement, c'est un exercice intéressant. Il l'avait fait, je crois, pour la demi-saison également, à l'issue des matchs allés, où en fin d'année, en 2024, il avait fait une sorte de conférence de presse également. Je trouve que c'est un passage que certains présidents de club devraient s'imposer à l'issue des saisons de leur équipe pour pouvoir expliquer aux supporters ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et les projections sur l'avenir. Franchement, les résultats moi j'ai bien pas aimé. d'eux-mêmes. Il y a eu des choses non, pas forcément. Non, mais quand vous êtes supporter, vous suivez la saison de votre club, et il y a certains moments qui vous échappent. Là, il vient essayer d'expliquer les moments qui n'ont pas fonctionné à Marseille cette saison. Moi, si j'entends demain le président Létang faire la même chose, le président à Monaco faire la même chose, et dans d'autres clubs, ou même Nasser El Khelaïfi à l'issue de la saison, moi ça m'intéresserait, franchement. Après beaucoup étaient patients, mais moi sur le numérique, on en a rigolé. Je me dis que le pauvre gars qui bosse là-dessus, peut-être qu'il a mal bossé, se faire afficher. Vous me parliez tout à l'heure des gardiens de Monaco, en train de me dire, j'aurais pas aimé qu'en conférence de presse on me dise que j'ai été nul. C'est pas pour me faire entendre que dans certains services administratifs, alors qu'ils sont à 50 mètres, ils se fassent voilà. Je suis pas sûr que ça passionne le supporter. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est allé dans tous les sujets. Maintenant, sur le sportif, Vicage Dorasso, moi je l'ai trouvé très intéressant. Effectivement, absolument pas langue de bois. Il a ouvert toutes les portes, il n'a pas caché grand-chose. Est-ce que vous trouvez qu'il y aura de l'ambition l'année prochaine ? Est-ce que vous ressortez de cette conf avec une vraie ambition pour l'OM, sur ce que vous avez entendu ? Oui, il veut améliorer l'effectif, il veut conserver les joueurs qui sont là, il veut conserver le coach, il veut aller... ils ont capté les endroits où ils étaient... un peu plus faible et aller chercher les joueurs capables d'améliorer l'effectif. Donc c'est plutôt clair. C'est évidemment tout ce que le président va faire en fin de saison. Il ne veut pas dire qu'il va fragiliser l'équipe, au contraire. Mais il le dit, il aura les moyens. Voilà. Est-ce que McCourt va remettre de l'argent ? Est-ce qu'il va vendre des joueurs ? La Ligue des Champions, moins de droits télé. Ligue des Champions, c'est une question de moyens. Et puis Marseille est attractif quand même. Normalement, il va réussir son coup. Qu'est-ce que vous retenez de Benoît et Ludo là ? Est-ce que vous avez la même chose ? Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, vous n'avez peut-être pas pu tout voir, on vous l'a résumé. Il y a quelque chose là dans ce que vient de nous faire Adrien comme résumé qui vous a plus marqué, qui vous a plus intéressé ? Sa volonté de vouloir tirer le football français vers le haut en tirant l'OM vers le haut. Il parle de professionnalisme et d'un centre d'entraînement qui n'est plus aux normes pour une équipe qui veut trouver le haut niveau. On a beaucoup parlé de la VAR cette saison et des arbitres. Il l'évoque à demi-mot sur le fait qu'il faudrait qu'on ait un petit peu plus de professionnalisme à ce niveau-là et ne pas faire des erreurs, notamment sur le CV ou en tout cas ce que peuvent faire les opérateurs. Mais ça contribue parce qu'on parle de l'arbitrage toute l'année. Donc si on parle de l'arbitrage toute l'année et qu'on ne fait jamais rien pour essayer de rectifier, là il offre un axe de travail, c'est-à-dire de dire ok, les lignes elles sont tracées par qui, quand, comment. C'est une piste de réflexion. Moi je ne sais pas qui sont ces architectes et on ne peut pas se baser sur le travail de ces gens-là qu'on ne connaît pas. Tout le monde fait ça. Non, mais je trouve que c'est pas le travail d'un président de club, c'est le travail de la ligue et de l'arbitrage. Oui. Mais peut-être que je suis tout seul. Je dis pas que j'ai raison. Peut-être qu'il met. Je dis pas que vous avez tort. Je dis juste qu'il met la lumière sur quelque chose qui doit à un moment donné aussi progresser pour le bien de notre Ligue 1. Qui, je vous le rappelle, est quand même dans une situation. Il remet une pression. Oui, mais c'est normal. Ça veut dire qu'il a été lésé par la VAR. Non, mais je pense que le foot français doit s'améliorer à ce niveau-là. Et il remet une pièce parce qu'il doit y avoir une vraie évolution pour que, si on est retombé si bas en termes de droit c'est qu'il y a plein de choses qui vont pas. Ils disent corrupte, je sais pas quoi, il fait amende honorable, puis derrière il dit quand même on a été lésé par la VAR qu'il a critiqué juste avant, donc en fait il fait pas du tout amende honorable. Non, mais il expose. Parce qu'il y a un peu de ça. Il y a un côté c'est du détort, mais en même temps je vous montre que j'ai eu raison. En prenant son exemple, il dit d'ailleurs qu'il a pété les plombs parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a des enjeux, il y a des choses, et que si à un moment donné tout le monde faisait son travail correctement, peut-être que ça calmerait un peu les choses de chaque côté. Ce que je veux pas, c'est que ça semble dire que c'est malhonnête. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut mal travailler, on peut avoir un manque de compétences, mais malhonnête, c'est autre chose. Je ne suis pas allé sur cet axe-là. J'ai dit qu'il fallait faire progresser
le niveau de la VAR et de l'utilisation de la VAR. J'ai pas dit qu'il y avait des incompétents. En tout cas, j'ai dit qu'on mériterait de s'améliorer. En tout cas, c'est effectivement dans la conf de presse, c'est ce qu'il veut faire pour l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est important. Voilà, là, il y a une vision. On sent qu'il veut faire progresser le club, il veut encore plus professionnaliser le club pour que l'Olympique de Marseille soit dans le haut du tableau toutes les saisons, soit sur la scène européenne le plus haut possible. On sent qu'il y a une réelle volonté. On l'a senti détendu, soulagé. C'est plutôt bien qu'il soit revenu. Vous aussi, sentez le projet à 3 ans, là, dans la deuxième, de ce qui pourrait être le début de la deuxième année? Moi, je pense. J'ai senti très détendu, soulagé aussi parce qu'il y a eu un travail remarquable de fait par Mehdi Benassia. Hein. Clairement, il faut le dire, parce que cette saison, quand Longoria était tout seul, ça vendait, ça achetait, ça changeait d'effectifs tous les ans, le coach partait. Là, on sent qu'il y a une réelle volonté de stabilité. Et je pense que Mehdi Benassia y est pour beaucoup. Il revient aussi sur son pétage de plomb à Auxerre, où j'ai été très critique envers lui. Là, il s'est plutôt bien excusé. Il a été sanctionné aussi, donc on passe à autre chose. Mais moi, j'ai un petit bémol. Attention à ce que des grands clubs ne viennent pas chercher Mehdi Benassia. Moi, c'est le seul truc qui me fait il a dit qu'il ne resterait pas éternellement. Ouais, et ça me fait peur pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on sent que là, pour l'instant... Je ne suis pas sûr que ce soit son ambition personnelle, honnêtement. Je sais. Je pense que son ambition personnelle, c'est... Après Marseille, de monter lui sa structure et pourquoi pas ensuite devenir agent ou j'en sais rien. Mais parce que là, il a envie de faire le même. Je suis d'accord, mais je pense que dans un autre club, en l'espace d'un an, il a montré tellement de bonnes choses dans la stratégie du club, dans le management, que je pense qu'il y a beaucoup de gros clubs qui vont commencer à s'intéresser à lui. Longoria, je l'ai trouvé très fort. Tu sens qu'il est costaud. Il a pris des risques aussi dans ce qu'il dit, il prend des risques. Quoi. Et quand il commence à attaquer la maladie, c'est le contexte marseillais, l'atmosphère marseillaise qui est assez particulière, qu'on m'a toujours raconté. Il veut nettoyer tout ça, il veut être le boss avec Mehdi Benassia. Et ça, c'est, attention, le retour de bâton, parce que si ça se passe pas super bien, c'est un peu risqué aussi. Et dans cette très longue conférence de presse, il y a aussi un sujet qui a été abordé, un sujet assez inattendu et qui plaît très souvent aux supporters, c'est le projet de vouloir changer l'identité visuelle du club et le logo. Le logo historique de l'OM qui n'a plus été modifié depuis 2004, soit plus de 20 ans maintenant, un projet mené par la direction et qu'elle entend mener à bien. L'objectif, moderniser l'image du club. Et aussi une transformation du club vers l'avenir. C'est quelque chose que tu dois t'adapter à une ère moderne dans ta communication. Un logo, c'est une question très difficile toujours comme dirigeant. Tu dois respecter l'histoire, mais en même temps, tu dois voir comment tu peux décliner toutes les différentes choses en respectant ta histoire pour avoir une identité propre. On travaille sur ça, absolument oui, je tiens à le confirmer, mais tu dois respecter toujours ta histoire et tu dois être identifiable. Et vous en pensez quoi, vous? Parce que vous êtes nombreux, les supporters marseillais, à nous suivre tous les soirs. Donc, on vous a posé la question. Pour ou contre un changement de logo à l'OM? Et c'est plutôt un non à 58%. Moi, je m'attendais à pire, parce que généralement, quand on touche au logo des clubs, ça lever de bouclier.